Bonjour, alors l'investiture récente de Donald Trump m'a donné envie de vous proposer cette vidéo pour réfléchir sur les tendances sociales de la prochaine décennie, c'est-à-dire est-ce qu'on va vers toujours plus de collectivisme, toujours plus de globalisme, vers une situation de quasi-dictature totalitaire, ultra-étatiste, ou est-ce qu'au contraire il y aurait de l'espoir en liaison avec par exemple cette récente investiture de Donald Trump. Alors, je vais commencer par vous expliquer un peu l'origine du mouvement globaliste, les tendances sociales qui sont associées. L'arrivée au pouvoir des thèses globalistes, des élites globalistes, elle vient d'une surréaction à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. On a eu l'Holocauste, on a eu les 50 millions de morts, et il y a une réaction tout à fait logique, tout à fait naturelle par rapport aux horreurs qui se sont passées à ce moment-là. Il y a eu le nazisme. Donc le nazisme, les idées à la base du nazisme, c'était le nationalisme et la hiérarchie entre races, avec des races supérieures, des races moyennes, des races qui étaient considérées comme des sous-hommes tout en bas de l'échelle. Donc ça aboutit aux horreurs qu'on connaît, et on a eu une réaction contre ça qui a été très très puissante, parce que le nazisme a généré évidemment des dégâts puissants. Donc plus on a des problèmes graves qui se sont passés, plus la réaction en retour devient excessive. Donc la surréaction qu'il y a eu par rapport à cela, c'est le rejet total de l'État-nation au profit d'un village global mondial. On se dit tout simplement que si il y a plus d'État-nation et qu'on a un village global mondial, il y aura une paix parfaite, tous les pays vont bien s'entendre entre eux, tout le monde va bien s'entendre entre eux, il y aura plus jamais de guerre et ça sera comme ça excellent. Et puis il y a aussi autre idée, par rapport à la hiérarchie entre races, on est passé à l'autre extrême, donc égalité absolue entre tous les hommes. Il ne s'agit même plus de parler d'égalité en droit, l'égalité en droit est une excellente chose évidemment, mais là on dit non, les races, les ethnies n'existent pas, il n'y a pas de... toutes les cultures se valent, tout se vaut, et tout est quasiment identique. Et du coup, ça implique qu'au niveau de l'immigration, par exemple, on peut tout à fait accepter de l'immigration de très bas niveau, puisque un migrant, d'où qu'il vienne, qu'il vienne du Soudan ou qu'il vienne d'Espagne ou d'Afghanistan ou d'où on veut, comme tout le monde est égal, il pourra s'intégrer de la même façon, il pourra enrichir son pays d'accueil exactement de la même façon, d'où qu'il vienne, quelle que soit sa culture. Et en plus, ça permet bien sûr de faire baisser les coûts du travail. Donc ça sont le cœur des idées globalistes. Ces idées ont été doublées en plus d'un sentiment de culpabilité de l'Occident par rapport à ce qui s'est passé. Donc il y a la repentance qui se mêle à cette surréaction. Et c'est un mouvement qui affecte beaucoup moins le reste du monde. Les thèses globalistes, universalistes sont assez peu présentes quand vous voyagez en Asie. Ils en ont plutôt pas grand-chose à faire de ces choses-là dans d'autres régions du monde, parce qu'ils n'ont pas subi, en tout cas pour la plupart des pays, très directement la Seconde Guerre mondiale. Alors après, il y a le rôle des minorités juives sont très souvent mentionnées dans les sphères complotistes, on dit il y aurait un complot juif mondial pour installer une dictature globaliste. Alors il y a des éléments qui sont tout à fait explicables sans aucun complotisme par des faits simplement de psychologie des foules. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les juifs ashkénazes, ils ont un QI moyen à 110-115, ça vous pouvez chercher sur internet, c'est établi, il y a de nombreuses études sur le sujet, et ça explique qu'ils ont quand même un avantage du coup au niveau de leur insertion dans la société. On trouve par exemple 30% des prix Nobel scientifiques qui sont faits par les juifs, alors qu'aux États-Unis c'est 2% de la population. Donc c'est sûr que ça a une influence. Du coup, avec cet avantage de QI, ils vont être surreprésentés dans les hautes fonctions de la société, dans les sphères dirigeantes.
Et ils sont en même temps encore plus marqués que les autres par le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Donc ils sont encore, puisqu'ils ont subi directement l'Holocauste. Donc ils sont à fond pro-globalisme, à fond pro-universalisme. C'est tout à fait logique, c'est naturel. J'aurais été né dans une famille juive au moment de la Seconde Guerre mondiale. 10 ans plus tard, si j'en avais réchappé, je serais certainement à fond un ultra-globaliste, militant, déterminé. C'est inévitable. Donc vous avez, ça produit, qu'est-ce que ça produit? Ça produit des Soros, ça produit des Attali, ça produit les représentants de la famille Rothschild et bien d'autres. Qu'ils ont des vraies convictions universalistes et ils ne changeront pas de conviction parce que maintenant ils sont âgés. George Soros aujourd'hui il a plus de 90 ans, donc c'est pas aujourd'hui qu'il va changer son fusil d'épaule et abandonner ses convictions globalistes, universalistes qu'il a tout à fait naturellement de l'expérience qu'il a vécue pendant sa jeunesse au moment de la Seconde Guerre mondiale. Je respecte tout à fait, je comprends tout à fait les idées de George Soros et son militantisme, son engagement très actif pour l'universalisme, compte tenu de ce qu'il a vécu. Simplement, les idées de George Soros aujourd'hui, on va le voir un petit peu plus tard, ne sont plus adaptées à notre époque. Alors ensuite, bon voilà, donc ça c'est pour vous expliquer la surréaction qu'on a eue. On a eu logiquement ensuite une prise de contrôle de la société progressive par le mouvement universaliste globaliste avec vraiment un âge d'or dans les années 60 jusqu'à 80. Donc il y a eu la décolonisation. Qui est une bonne chose, hein, bien sûr. Hein, cette surréaction a amené des bonnes choses au début. Hein, elle était nécessaire, mais simplement à un moment, les conditions sociales, les conditions environnementales changent et les idées doivent changer aussi. Donc progressivement, elles ont contrôlé toutes les institutions. On va détailler un peu lesquelles. On a eu à cette période une démographie optimale avec encore peu de personnes âgées. Moins d'enfants après le baby boom, donc beaucoup d'actifs, donc la croissance était très dynamique, et puis il n'y avait aucune contestation de ces idées globalistes. Les seules alternatives qui existaient, c'était l'enfer communiste ou les dictatures de pays du tiers-monde qui faisaient vraiment pas envie. Donc dans l'esprit des électeurs, des gens en Europe de l'Ouest ou aux États-Unis, le globalisme était vraiment la seule option disponible et le seul débat c'était de savoir si on voulait plus d'État-providence ou moins d'État-providence, mais c'est tout, ça s'arrêtait là. Alors, est-ce qu'il y a, je vais traiter aussi le sujet des théories du complot. Est-ce qu'il y a un complot, est-ce qu'il y aurait un complot globaliste aujourd'hui qui viserait à instaurer une dictature mondiale menée par une petite élite globaliste? Alors, un complot, ça suppose plusieurs choses. Déjà, il faut une volonté de renverser un pouvoir existant. Ça veut dire qu'on n'a pas le pouvoir. Si on complote, il y a quelqu'un d'autre qui a le pouvoir à votre place et vous voulez le remplacer. Ça nécessite une action complètement cachée, complètement secrète. Et puis il faut être suffisamment intelligent pour arriver à renverser celui qui détient le pouvoir, qui a priori est plus fort que lui, parce que s'il était plus faible que vous, vous n'auriez pas besoin de comploter si vous voulez le renverser. Il suffirait d'utiliser naturellement votre force et ça serait gagnant. Alors, si vous réfléchissez, toutes ces conditions-là pour que vérifier un complot, elles sont absolument pas remplies aujourd'hui. Déjà, les élites globalistes, elles n'ont pas besoin de comploter quoi que ce soit, puisqu'elles contrôlent déjà tout. Réfléchissez en France, est-ce que vous avez un domaine de la société qui n'est pas contrôlé par les partisans de l'universalisme et du globalisme aujourd'hui? Vous avez l'Assemblée nationale, où les partis universalistes restent malgré tout majoritaires, le Sénat, encore plus ultra-majoritaire, le Conseil constitutionnel, on l'a vu récemment, une minuscule loi sur l'immigration a été renvoyée aux oubliettes et le Conseil constitutionnel a dit que les députés n'avaient aucun pouvoir de toute façon, que c'est le Conseil constitutionnel qui décide.
Les médias, dans une immense majorité des médias, sont pro-universalistes. Tout l'appareil judiciaire, toutes les lois depuis des décennies ont été façonnées par par les magistrats, par les dirigeants et les législateurs qui sont partisans de l'universalisme. L'enseignement, toute l'éducation nationale, les traités, les institutions européennes, les centres de décision financiers, puisque tous les dirigeants des grandes banques, des banques centrales, globalement, sont aussi partisans de ces thèses-là. Donc ils ont tout, donc ils n'ont pas besoin de comploter quoi que ce soit, ils maîtrisent déjà tout. Voilà, donc ça ne tient pas debout, les théories du complot à ce niveau ne tiennent pas debout. En plus, ces élites, elles ne se cachent absolument pas de leurs objectifs. Soros est très clair sur ses objectifs, Attali aussi, Emmanuel Macron aussi, enfin toutes ces élites globalistes disent qu'elles veulent une intégration mondiale de plus en plus complète, elles veulent quelque chose de planétaire au niveau des législations sur le climat, de l'harmonisation fiscale, du fédéralisme européen, etc. Elles ne se cachent absolument pas de vouloir combattre leurs adversaires par tous les moyens possibles. Il n'y a aucun secret à ce niveau-là. Et au niveau de l'intelligence, moi j'ai vraiment l'impression que il y a un déficit pour des comploteurs. Ils sont pas très brillants. Le niveau des élites, à mon avis, il baisse au fil des ans. Désolé, mais le général de Gaulle et Emmanuel Macron, ça n'est pas la même pointure. Ça c'est des dirigeants comme Keir Starmer en Grande-Bretagne ou Scholz en Allemagne. Je trouve pas que ce soit des gens très brillants. Je parle même pas de Joe Biden aux États-Unis, qui avait les problèmes de sénilité que tout le monde connaît. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses qui me laissent à penser que les théories du complot à ce niveau sont complètement absurdes. Par contre, j'ai en commun avec les partisans des théories du complot la même défiance, le même rejet des thèses globalistes et la même volonté de défendre les libertés individuelles. Là-dessus, on est complètement d'accord entre nous, ça c'est clair. Donc ensuite, si on poursuit dans l'histoire, donc vraiment l'apogée du globalisme, de l'universalisme, je le situe entre les années 80 et 2000, probablement juste après la chute du mur de Berlin. C'est là où vraiment on a dit bon ok, l'universalisme a gagné partout, puisque même la seule alternative qui existait, qui était communiste, a chuté. Mais il y a eu les premiers craquements qui sont apparus à ce moment-là, donc les premiers problèmes liés à l'immigration subie de bas niveau qui commencent à dégrader les conditions de sécurité, à créer des dissensions dans la société, puisque il y a des cultures, dès qu'il y a beaucoup de cultures différentes dans une société, on perd tout de suite en cohésion. Le taux de chômage, il a commencé à progresser fortement en France dans les années 80, donc il y a eu des déçus, de plus en plus nombreux du globalisme. Et puis après il y a le problème des idées égalitaires des globalistes, parce qu'ils se contentent pas de dire de l'égalité en droit, ils disent que tout le monde doit avoir droit à une belle retraite, un beau logement, etc. Plein de droits mais très peu de devoirs. Donc ça demande des dépenses de l'État de plus en plus grandes, avec la démographie qui commence à s'en mêler, qui devient moins favorable. Donc le poids de l'État que doivent supporter les actifs, donc le poids des prélèvements publics que les actifs ont à supporter augmente au fil des ans. Donc il y a des gagnants, les retraités bien sûr, les inactifs, mais les actifs, ils sont de moins en moins contents de cette situation. Et on a logiquement les premiers partis souverainistes qui apparaissent. Donc ces premiers partis souverainistes avec le Front National dans les années 80, au début, ils émanent vraiment des milieux les plus populaires, parce que quand il y a des problèmes sociaux qui apparaissent, ils touchent d'abord les classes les plus basses de la société.
Les classes moyennes et les classes supérieures restent temporairement à l'abri, donc ne se rendent pas compte de grand-chose. Donc au début, on se dit que ces partis souverainistes sont vraiment des populistes de bas niveau, sont des idiots manipulés, qui comprennent rien à rien. Donc ils sont franchement méprisés par une majorité au départ. Et il y a un fond de vrai, c'est-à-dire comme au début ces mouvements anti-globalistes émanent vraiment de milieux très populaires, il manque d'élites capables d'occuper des postes de gouvernement, des postes de direction. Donc du coup ça les décrédibilise au début. Ça, c'est vraiment ce qui arrive dans un premier temps. Mais malgré tout, ceux qui sont le mieux au courant finalement des problèmes sociaux qui arrivent, bah, c'est toujours les classes les plus basses de la société, sont eux les pionniers, sont eux qui subissent les problèmes d'abord. Donc c'est certainement pas les classes dirigeantes qui sont le mieux à même de sentir le vent tourner. Ensuite, on a, à partir de 2000 dans les années 2020, on a un déclin lent du globalisme, donc les problèmes d'insécurité, de collectivisme, l'absence de projets porteurs, la repentance, tout ça affecte de plus en plus de personnes. Il y a un déclin qui devient de plus en plus évident, incontestable dans la société. Les élites, elles, ne voient toujours rien, mais les classes moyennes quand même commencent à se rendre compte qu'il y a un souci. Là, on n'est plus seulement dans les classes les plus pauvres de la société. Bon, les élites, face à ça, elles répondent de façon de plus en plus arrogante, en disant que de toute façon, il ne peut rien exister en dehors du globalisme et de l'universalisme. Il n'y a que le chaos ou la dictature. Et puis, il leur suffit de citer en exemple le fait qu'il n'y ait pas d'alternative, effectivement, ailleurs dans le monde, puisqu'on n'a que la Corée du Nord ou des dictatures très pauvres en alternative. Donc, ils ont l'impression que comme ce qui représente la seule solution possible. Ensuite, il y a quelque chose d'important, c'est que les convictions des élites globalistes faiblissent. Un Soros, il a vécu la Deuxième Guerre mondiale directement, donc il a des convictions fortes. Lui, c'est quelqu'un qui est vraiment prêt à se battre pour ses idées, qui est motivé, donc c'est quelque chose que je peux respecter, c'est un combat que je respecte. Quand vous avez des personnes comme des journalistes de BFM ou Emmanuel Macron ou les dirigeants actuels, eux sont juste, ils n'ont pas vécu la Seconde Guerre mondiale. Pour eux, ça représente pas grand-chose. Donc c'est juste des élèves qui récitent la leçon qu'ils ont appris de leurs aînés. Mais du coup, comme ils n'ont pas vécu ça, leurs convictions sont beaucoup moins fortes. Eux, ce qui les intéresse maintenant, c'est plus maintenir le statu quo, maintenir leurs privilèges. Ils sont pas spécialement, c'est pas dramatique pour eux, en tout cas s'ils doivent changer leur logiciel. Alors on a vu récemment les retournements de veste de Zuckerberg, Jeff Bezos, même Bill Gates qui avait versé 50 millions pour Kamala Harris, il a demandé à Microsoft juste après de verser 1 million pour l'investiture de Trump, et il a dit que il avait vécu avec Donald Trump un dîner vraiment assez vraiment étonnant en positif, c'est-à-dire qu'il avait été très impressionné par Donald Trump. Donc ça c'est juste de l'opportunisme bien sûr, mais sont des gens qui pour moi, si le vent tourne pour une raison X ou Y, ils vont vite retourner leur veste aussi et ils vont vite oublier leurs convictions globalistes, universalistes. Donc ça en fait des défenseurs faibles, alors que Soros était un défenseur fort en quelque sorte, c'était un pilier. En face, on a des souverainistes qui, eux, sont motivés, qui se battent pour leurs idées. Quelqu'un comme Musk, c'est un Sud-Africain. Il sait ce que c'est que les difficultés des Blancs en Afrique du Sud, dans une société où ils sont très minoritaires. Donc lui, il a de vraies convictions souverainistes. Ça, c'est clair. Donc il est beaucoup plus puissant parce qu'il est plus motivé que les globalistes actuels. Alors ensuite, ce recul, il s'est accéléré vraiment depuis le Covid, depuis 4 ans. Donc on a eu les premières arrivées au pouvoir de partis souverainistes en Europe.
c'est timide, ok. En Italie, on pourra dire Giorgia Meloni ne fait pas grand-chose, mais malgré tout, ça montre déjà, elle fait ce qu'elle peut parce qu'elle a pas, elle est loin d'avoir tous les leviers du pouvoir. Hein. Elle arrive dans un État totalement contrôlé par les globalistes, mais elle met les premiers coups de canif dedans. On a eu des partis souverainistes en Pologne, mais là ça a changé, mais ça pourra rechanger ensuite. Récemment les Pays-Bas, avec une alliance droite plus droite, voilà, droite pseudo-droite et droite souverainiste, on va dire. Et ça, c'est important parce que ça montre à tous les autres pays qu'il y a des alternatives possibles, que lorsque des souverainistes arrivent au pouvoir, ça n'est pas le chaos, ça n'est pas la fin du monde, ça n'est pas la dictature non plus, puisque la preuve, en Pologne, on a eu pendant longtemps un parti souverainiste, hein, le PiS, et puis il y a une alternance, et les adversaires du PiS sont arrivés au pouvoir sans problème. Donc on voit que le jeu de la démocratie est parfaitement respecté. Ça a été la même chose pour Trump aux États-Unis. Il y a eu Trump en 2016 et puis donc ensuite il y a eu Biden, il y a eu l'alternance, de nouveau Trump. Bon, tout le monde constate que ça fonctionne. Le duo Trump-Musk aux États-Unis qui est arrivé est particulièrement puissant, puisque c'est quand même la première fois dans l'histoire des dernières décennies qu'on a l'homme qui est quasiment probablement le plus riche de la planète, qui ouvertement défend le souverainisme et qui est motivé pas pour juste de l'opportunisme ou des raisons financières, qui est vraiment motivé pour un combat d'idées, pour faire progresser la cause souverainiste avec de gros moyens. Donc ça c'est quand même quelque chose de considérable pour les prochaines années. Donc avec ça, la fenêtre d'Overton qui représente ce qu'on a le droit, ce qui est acceptable de dire au sein d'une société, elle s'élargit de plus en plus. Il y a des choses qui étaient totalement interdites de dire dans une bonne société il y a 10 ans qu'on peut tout à fait dire librement aujourd'hui, et quelqu'un qui plus personne n'a honte de dire qu'on vote souverainiste aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de naturel dans la société française ou dans d'autres sociétés. Après, l'autre chose, c'est que les idées universalistes et globalistes sont attaquées même sur la gauche maintenant. Avant, on avait vraiment la gauche qui était le pilier, avec des gens comme Attali, qui était le pilier de l'universalisme. Maintenant, la gauche, en France, elle est dominée par le LFI. Le Parti socialiste est un petit vassal du LFI. Même si de temps en temps il essaye de faire semblant d'avoir un petit peu d'indépendance, quand les grosses échéances électorales arrivent, le PS il obéit au doigt et à l'œil à Mélenchon. Donc Mélenchon, ce qu'il voulait, c'est utiliser les voix de la communauté immigrée pour faire progresser ses idées révolutionnaires et installer enfin un régime collectiviste, trotskiste, etc. Là, il se trompe, en fait, maintenant, il croit y arriver, mais ça, en fait, le résultat, c'est que c'est la communauté immigrée qui se sert de lui pour faire avancer ce qui l'intéresse, c'est-à-dire les droits de la communauté musulmane et l'islam politique. Pour moi, vraiment, le futur de la gauche en France, c'est Rima Hassan, c'est pas Raphaël Glucksmann, hein, ça c'est clair, en nombre de voix, en termes d'électorat, Raphaël Glucksmann, il a un réservoir électoral qui est infime, parce que les ouvriers blancs ne vont pas spécialement voter pour lui. Il reste quelques vieux bobos, qui existent encore, quelques vieux boomers gauchistes qui vont voter pour Glucksmann ou des personnes comme ça. Mais il y a beaucoup plus de personnes issues de la communauté immigrée qui seront motivées par la défense de leurs droits et qui iront plutôt vers des gens comme Rima Hassan pour les défendre. Donc les idées de cette nouvelle gauche version Rima Hassan, c'est pas du tout globaliste. Leur objectif, il est communautariste pur. Ils veulent faire avancer les droits de leur communauté, l'islam politique, c'est tout. Ne comptez certainement pas sur eux pour être solidaires avec les retraités boomers ou les écologistes ou le net zéro ou je ne sais quoi. Hein. L'écologie dans les pays musulmans, c'est la 50e priorité. Enfin, tout le monde s'en fiche là-bas. Ça, c'est très clair.
Et notez aussi, alors là par contre plus positif au niveau de cette nouvelle gauche, c'est que dans les pays musulmans avancés économiquement, donc je vous ai cité la Turquie, la Malaisie, les Émirats, sont des pays qui finalement sont plus libéraux, beaucoup plus libéraux que l'Europe de l'Ouest. On peut reprocher des tas de choses au Coran, d'être très discriminatoire violent envers les non-musulmans, les autres religions, pour moi ça ne fait pas de doute, mais on peut pas reprocher au Coran d'être communiste ou socialiste. Ça n'est pas une religion qui est contre le business. Ils sont contre l'emprunt, mais ça se contourne très facilement avec la finance islamique. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le globalisme en ce moment, il est attaqué des deux côtés. Il est attaqué à droite par la montée des courants souverainistes, et à gauche, il est attaqué par la montée du communautarisme issu de l'immigration. Donc il est assez mal parti en fait. Donc pour moi, on ne va certainement pas vers une dictature globaliste sur les 10 prochaines années. Je vous montre ici en passant un sondage, c'est sur l'Allemagne. On aura une élection en février. Vous voyez là où on est, l'AfD aujourd'hui, on est à 22%, donc ils ont gagné 5% en 6 mois, et le score est sans doute sous-estimé parce qu'il y a une certaine honte encore là-bas à avouer qu'on vote AfD. C'est symbolique parce que l'Allemagne, c'est le pays qui a priori devrait être le plus globaliste de tous les pays, parce que c'est lui qui a subi le pire de la Seconde Guerre mondiale quand même, hein, qui a eu la défaite, qui a le plus de culpabilité. Et l'AfD est un parti souverainiste opposition très dure, qui est assez radical, beaucoup plus que le Rassemblement national en France, par exemple, ou que d'autres pays souverainistes. Donc, si malgré leur position très radicale, ils ont 22% déjà des droits de vote, c'est quand même un signal très fort. Il suffirait pour l'instant, au niveau de l'Allemagne, le plus probable de ces élections, ça serait encore qu'on ait une alliance entre le centre-droit, la CDU, le SPD et les Verts, une espèce d'alliance hétéroclite plus ou moins dominée par la CDU, parce que eux, si on fait le total, on arrive presque à 30%. Eux, ils sont aussi à 30%, donc ils arrivent à une 60aine de pourcents. Mais il faudrait mettre juste 3 points de moins à ce bloc et 3 points de plus à l'AfD, et ça deviendrait vite, ça se mettrait vite à basculer, ça pourrait basculer à ce moment-là en faveur d'une alliance CDU-AfD qui s'imposerait de fait à cause de résultats électoraux. Je pense pas, c'est pas le plus probable que ça arrive en février, c'est pas exclu quand même. Si ça n'arrive pas à cette échéance, ça arrivera probablement à l'échéance suivante dans quelques années de toute façon. Voilà, donc ça c'était pour l'Allemagne. Donc pour moi, dans les 10 ans à venir, le globalisme va continuer à décliner de plus en plus. Ils vont se raidir, ils vont tenter des choses plus ou moins désespérées, mais ils n'empêcheront pas le mouvement de fond de toute façon de les emporter. Parce que l'échec économique, il sera toujours là, le collectivisme qui est porté par ces courants universalistes et globalisme, la surréglementation va provoquer de plus en plus d'échecs économiques, dont de plus en plus de mécontents. On aura un échec social croissant parce que plus on aura d'immigration de bas niveau, plus on aura d'insécurité, de perte de cohésion sociale. Je vous donne l'exemple de Mayotte, une île un petit peu voisine. Vous regardez les positions de la députée Estelle Youssoufa, qui est d'un groupe Lyot, qui est un groupe plus ou moins centriste. Ses déclarations sont 10 fois plus radicales que ce que pourrait dire le Rassemblement national ou même Reconquête. Donc là-bas, les musulmans sont en majorité ultra-souverainistes et massivement anti-immigration. Plus il y aura de problèmes d'insécurité, plus il y aura d'électeurs souverainistes. C'est quelque chose d'inévitable, y compris chez une partie de la communauté immigrée. Ensuite, on va avoir les alternatives qui vont travailler. On va voir ce que donne Trump. On est en train de voir les premiers résultats de Javier Milei en Argentine, qui sont excellents évidemment.
et ça va crédibiliser. Là, pour la première fois, on aura des alternatives vraiment réussies au globalisme. Les partisans de l'universalisme ne pourront plus dire en dehors de nous, rien n'est possible, c'est le chaos. Non, on va on va voir que des alternatives fonctionnent beaucoup mieux. Et ça va achever de les décrédibiliser dans l'opinion. Donc pour moi, on va vers une perte de contrôle des élites globalistes qui est garantie, qui est inéluctable. Ça va pas être linéaire, évidemment. Ça, on va pas se réveiller du jour au lendemain avec une société dans laquelle les globalistes vont tout perdre. Mais au fil des ans, ils vont perdre progressivement en influence. Ça se fera comme un graphique boursier, en fait. On aura des périodes de baisse, de grosses baisses de leur influence, des rebonds techniques de temps en temps, comme en Grande-Bretagne, on a Keir Starmer qui a été réélu, donc il y a un petit rebond globaliste en ce moment en Grande-Bretagne, mais ça va, à la prochaine vague, il va sauter, donc ça va repartir, le balancier va repartir dans le bon sens. Et à mon avis, on aura une décollectivisation de l'économie associée. Donc voilà, tout ça pour vous dire, je suis optimiste, moi, sur l'avenir à long terme de nos sociétés à cause de ces tendances de fond. Il y aura le passage le changement d'élite du globalisme vers le souverainisme se fera sans doute, il y aura des phases de crise, des phases d'agitation, des phases de turbulence, mais sur le long terme, je suis vraiment convaincu qu'on va dans le bon sens. Et voilà, c'est l'investiture de Trump et avec son compère Elon Musk vraiment confirme les espoirs que j'ai sur l'avenir.